Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 6.1 Torsion, partie 1. Plan de cours. Introduction. Analogie entre les forces axiales et la torsion. Catégorie de problèmes de torsion. Hypothèse de base pour les sections circulaires. La torsion et les contraintes de cisaillement. La torsion et l'angle de rotation. Les assemblages de membrures en torsion. Introduction. La torsion est un moment, en anglais on dit un torque, qui tient à tordre, ou en anglais on dit twist, une membrure par rapport à son axe longitudinal, comme il est montré dans cette figure. On doit tenir compte de la torsion lors de la conception de plusieurs types de pièces mécaniques et certaines structures de génie civil, sinon on peut avoir des déformations et des défaillances comme il est montré dans cette figure. Voici quelques exemples d'applications de génie civil où la torsion est importante. Pour les bâtiments, lorsqu'on fait l'analyse pour les forces de séisme, la torsion devient très importante. Comparez ces deux bâtiments. Pour le premier bâtiment, on a un plan symétrique et on a placé les murs de refend, les shear walls, de façon symétrique par rapport à notre plan de bâtiment. Dans ce cas, on ne va pas avoir des torsions qui vont se développer dans la structure. Cependant, pour toutes les structures générales, normalement, cette distribution de murs de refend n'est pas symétrique. Alors, si on a ce cas comme il est montré dans cette figure, où les murs sont placés dans deux côtés, mais ne sont pas placés dans les deux autres côtés. Dans ce cas, on va avoir un moment de torsion qui se développe à cause de la différence entre le centre de gravité du bâtiment et le centre de rotation du bâtiment. Et on va avoir des moments de torsion qui se développent. Pour les bâtiments, si on a des poutres de rive, ces poutres de rive, en plus de prendre des charges de gravité, vont aussi avoir des moments de torsion qui se développent à cause de leur emplacement dans le bâtiment. Pour les ponts, si on a un pont qui est courbé, comme ce qui est montré dans cette image, dans ce cas, on va avoir des forces importantes de torsion qui se développent dans les éléments structurels. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Les exemples d'application de génie mécanique où la torsion est importante, les arbres des pièces mécaniques, en anglais on dit les shafts. Celles-ci sont utilisées pour connecter un moteur à une pompe, un compresseur ou à un train de roues. Ces arbres vont subir de la torsion. Les éléments dentés dans les composantes mécaniques, comme il est montré dans cette figure, ces éléments vont avoir des forces de torsion. Les moteurs et turbines, quand on parle de transmission de puissance, power transmission, horsepower, les concepts de torsion vont revenir lorsqu'on parle de ces concepts. Pour les problèmes de torsion, nous sommes préoccupés par les déformations et les contraintes développées dans l'arbre. Analogie entre les forces axiales et la torsion. L'analogie est que les problèmes avec les forces axiales sont très similaires aux problèmes avec la torsion. Il faut juste faire la différence entre les différents types de contraintes et déformations qui sont uniques à chaque problème. Lorsqu'on a une force axiale, on a des contraintes axiales normales, comme il est montré dans cette figure. Et on a des déformations qui sont des déformations axiales normales. Et on donne le symbole des contraintes sigma et le symbole de déformation epsilon. Pour la torsion, on a aussi des contraintes et déformations. Mais cette fois, on a des contraintes de cisaillement. Alors on va utiliser le symbole tau. Et les déformations sont des déformations de cisaillement. Alors on va utiliser le symbole gamma. Si on compare les problèmes axiaux aux problèmes de torsion, il y a plusieurs similarités. Premièrement, dans les problèmes axiaux, on a des forces axiales. Dans les problèmes de torsion, on a des torques. Dans les problèmes de force axiale, on a des allongements ou des élongations. Dans les problèmes de torsion, on a des angles de rotation.
dans les problèmes axiaux, on a des déformations axiales. Mais ici, on a des déformations de cisaillement. Pour les problèmes axiaux, on a des contraintes normales. Et pour les problèmes de torsion, on a des contraintes de cisaillement. Pour les problèmes axiaux, on va utiliser le module d'élasticité. Et pour le problème de torsion, on va utiliser le module de cisaillement ou de rigidité J. Si on se souvient de ça, on va voir qu'il y a des très grandes similarités dans la résolution des problèmes axiaux et de torsion. Catégorie de problèmes de torsion. Pour une barre avec section circulaire, après la torsion, les éléments ne sont pas être déformés. Cependant, les lignes longitudinales forment des hélices. C'est-à-dire, si j'ai une membrure et je dessine des lignes comme ça, comme il est montré dans la figure. Ensuite, j'applique un moment de torsion. Je vais voir qu'on a un changement d'angle. Et si on revient à la leçon de la semaine 1, ceci donne lieu à des déformations de cisaillement parce qu'on a un changement d'angle. Et de plus, ceci donne lieu à des contraintes de cisaillement. En 1784, Coulomb, un ingénieur français, a développé la relation entre l'angle de rotation, qui est montré dans cette figure de gauche, et les contraintes de cisaillement. Et ce moment de torsion, qui est appliqué sur l'élément. On va dériver cette relation entre l'angle de rotation et le moment de torsion en utilisant cette figure qui est montrée à la droite. Premièrement, on a cette première relation qui dit que la torsion est égale à l'intégrale de ce rayon ρ multiplié par cette force petite dFs. On voit ici, ça c'est le rayon ρ et ça c'est la force dFs. De plus, on peut remplacer cette force dFs par la contrainte multipliée par l'air dA. Alors ça c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, on se souvient de cette relation. Si on reste dans le domaine linéaire élastique, cette équation est valide, où on a une relation entre les contraintes de cisaillement et les déformations de cisaillement, qui est reliée par ce module de cisaillement ou le module de rigidité. Alors, je peux réécrire cette équation comme montré dans cette figure. Alors, je peux remplacer cette déformation par ce rayon ρ et ce changement d'angle d phi dx, comme il est montré dans cette figure. Ensuite, si je prends l'équation 1 et l'équation 2, je peux trouver cette nouvelle relation. On note que l'angle de ce rayon au carré dA, c'est l'équation qu'on avait vue pour le moment d'inertie polaire dans la semaine 4. Ainsi, si on remplace cette valeur par le moment d'inertie polaire, on aura cette relation entre la torsion et l'angle de rotation, ce qui donne cette relation qu'on va utiliser pour dériver les équations pour l'angle de rotation et pour les contraintes. Hypothèse de base. Les hypothèses de base pour les sections circulaires seulement. On a un matériau qui est homogène et isotropique. Le matériau est linéaire élastique. Une section plane perpendiculaire à l'axe reste plane après l'application du moment de torsion, c'est-à-dire on n'a pas de gauchissement, ou en anglais on dit on n'a pas de warping. Le rayon d'une section reste droit après l'application d'un moment de torsion, comme il est montré dans la figure. Le résultat, c'est que les déformations de cisaillement vont varier linéairement avec le rayon. Et, à cause de la relation linéaire élastique entre les déformations et les contraintes de cisaillement vont aussi varier linéairement avec le rayon. C'est-à-dire, à l'origine, on va avoir une contrainte de cisaillement qui est égale à 0. Et à l'extrémité extérieure, c'est-à-dire à la fibre extrême, on va avoir notre contrainte de cisaillement maximale. Et entre ces deux points, on va avoir une variation linéaire. Alors on a seulement à utiliser au lieu du rayon total de la section, le rayon au point où on veut trouver la contrainte de cisaillement. On note
en comprenant ce concept, que comme les contraintes sont plus importantes à l'extrémité extérieure de la section, il est avantageux d'utiliser des barres avec section creuse plutôt que solide. Alors, si on compare une section creuse avec une section solide, la section creuse va être beaucoup plus efficace. Par exemple, la section creuse qui est montrée dans cette figure est plus efficace que la section solide, même si l'aire des sections est identique, parce que l'arbre creux peut résister à un moment de torsion beaucoup plus élevé avec la même contrainte maximale. On va voir que si on met la majorité du matériau loin de ce point au centre, on va avoir un moment d'inertie polaire qui est beaucoup plus élevé, ce qui donne une résistance beaucoup plus importante. Il est important de noter que les hypothèses qu'on vient de voir sont valides seulement pour les sections circulaires. C'est-à-dire, elles ne sont pas valides si on a un gauchissement, un warping. Ainsi, ces hypothèses ne sont pas valides pour les sections non circulaires, c'est-à-dire rectangulaires et triangulaires, parce qu'on va avoir du warping. Ou les sections où la paroi est très mince. On a une paroi très mince. Dans ce cas, on va avoir du gauchissement et les équations ne sont plus valides. Ou les sections ouvertes, comme il est montré ici. Pour ces sections qui sont ouvertes, ou les sections à paroi mince, ou les sections avec carré comme ça, on doit utiliser d'autres équations et d'autres méthodologies que vous allez voir dans les cours plus avancés. La torsion, la contrainte de cisaillement. On se rappelle de la relation entre l'angle de rotation et le moment de torsion qu'on avait dérivé. Et en sachant notre relation entre les contraintes et déformations, on peut écrire cette deuxième relation. Si on remplace l'angle ici, d phi dx, par cette valeur de contrainte divisée par g et ρ, on peut obtenir cette relation entre les contraintes et le moment de torsion. Ensuite, on trouve l'équation de torsion ou l'équation pour la contrainte de cisaillement. On a la contrainte qui est égale au moment de torsion multiplié par le rayon ρ divisé par le moment d'inertie polaire. Cette contrainte est la contrainte à n'importe quelle distance radiale ρ. Alors si je veux trouver la contrainte à n'importe quelle distance radiale ρ, je vais utiliser cette formule. On note que IP c'est le moment d'inertie polaire qu'on avait vu dans la leçon de la semaine 4. Et si je veux trouver la contrainte maximale, je dois aller à la fibre extérieure extrême et je vais utiliser, au lieu du rayon ici de distance radiale ρ, je vais utiliser le rayon total du cercle. Et comme ça, je peux trouver la contrainte maximale qui est appliquée sur cet élément. Et si je veux trouver n'importe quelle autre contrainte, je peux utiliser la relation linéaire entre les torsions. La torsion, l'angle de rotation. On se rappelle de la relation entre l'angle de rotation et le moment de torsion. Pour une barre, si on intègre sur la longueur, on va trouver cette relation. Ainsi, si la barre a une section prismatique, c'est-à-dire le IP est constant, et a un matériau homogène, c'est-à-dire le G est constant, et a un effort interne constant, c'est-à-dire le T est constant. Dans ce cas, on peut réécrire cette intégrale comme ça, où on a une équation pour l'angle de rotation. On note, si on a une variation de 1, 2 ou 3, on devra diviser la barre en plusieurs éléments. On note qu'il y a une très grande similarité entre l'équation d'élongation qu'on avait vue durant la semaine 5. On se souvient, l'élongation pour les forces axiales, c'était NL divisé par AE. Maintenant, on trouve une rotation pour un moment de torsion au lieu d'une force axiale. On a la même longueur ici, et au lieu d'un module d'élasticité, on utilise le module de cisaillement, et au lieu de l'aire de section, on utilise le moment d'inertie polaire. Mais autre que ça, la procédure est très similaire. Voici un rappel
pour les moments d'inertie pour les sections circulaires. Alors, on peut utiliser la méthodologie vue dans la semaine 4 pour trouver le moment d'inertie polaire pour une section circulaire. Cependant, comme on va revoir des problèmes toujours avec des sections circulaires, soit pleines ou avec creux, vous pouvez mémoriser ces formules. Alors, pour une section circulaire pleine avec un diamètre D ou un rayon R, voici les formules que vous allez utiliser. Et si c'est une section circulaire avec creux, on va juste prendre la différence des diamètres ou des rayons avec la même formule. Juste un rappel que le moment d'inertie polaire peut être écrit comme IP ou certains auteurs vont utiliser un autre symbole J. Les assemblages de membrures en torsion. L'équation de angle de rotation TLGIP est valide sous 3 conditions. La section doit être prismatique, c'est-à-dire IP doit être constant. Le matériau doit être homogène, c'est-à-dire le module G doit être constant. Et l'effort interne doit être constant, c'est-à-dire le T doit être constant. Si on a une variation dans la section, alors on a un nouveau IP. Ou on a une variation dans le matériau, alors on a un nouveau module G. Ou on a une variation dans la force interne, alors un nouveau force T. Dans ce cas, on doit subdiviser la barre en éléments I, et pour chaque élément I, on doit avoir un IP, un G et un T qui est constant. Comme on a vu avec les membrures axiales, c'est le même concept. Pour les membrures axiales, on avait dit, pour utiliser cette équation, NL à E, on devait avoir une force axiale constante, une R constante et un module constant. Sinon, on devait subdiviser ça en plusieurs éléments et calculer l'élongation de chaque élément et mettre tout ça ensemble. Même chose pour l'angle de rotation. Si le T ou le J ou le IP n'est pas constant, on doit subdiviser en éléments et calculer la rotation de chaque élément et ensuite on va avoir la rotation totale. Alors l'angle de rotation d'un élément I est donné par cette formule et l'angle de rotation totale va être la somme des rotations des éléments I, comme il est montré dans cette formule. Par exemple, pour ce système, on a un arbre qui a la même section et qui est fait du même matériau. Alors ça, c'est pas un problème. Cependant, je vois si je dessine le dessin du diagramme T de torque interne, je vois qu'il y a une variation du torque sur la longueur de l'élément. Alors, je devrais diviser cette membrure en éléments 1, 2 et 3 et calculer la rotation pour chacune des éléments. Et ensuite, la rotation totale sera la somme de ces rotations. Si on veut trouver l'angle de rotation d'un point B, C ou D par rapport à un point A, on utilise les mêmes principes qu'on avait vus lors de la leçon sur les membrures axiales. On va mettre nos points d'origine au point A et ensuite on va calculer toute la rotation de tous les éléments entre les deux points. Alors dans ce cas, pour la rotation entre B et A, on va utiliser la rotation 1. Et pour la rotation entre le point C et A, on va utiliser la rotation 1 et 2. Si on veut l'angle de rotation d'un point B, C, D par rapport à un point fixe A, on va juste calculer la rotation de tous les éléments entre ces deux points. Le truc pour subdiviser les éléments, les membrures en éléments I, sont les mêmes trucs qu'on avait vus pour les membrures axiales. Alors, vous pouvez réviser cette leçon et on avait vu la première subdivision qu'on veut faire, c'est si on a une nouvelle section, alors un nouveau IP, ou un nouveau matériau, alors un nouveau module G. Et ensuite, après ça, on peut subdiviser encore si on a un nouveau torque. Alors, c'est le même concept vu pour les membrures axiales. Convention des signes. Il existe une convention des signes pour la torsion, qui s'appelle la règle de la main droite. Voici les conventions positives pour l'angle de rotation et le moment de torsion dans les problèmes qu'on va voir. On note qu'on peut remplacer les moments de torsion par des doubles flèches pour simplifier les calculs et la résolution des problèmes. La façon simple de faire ça, c'est de prendre votre main droite et de
prendre vos doigts comme il est montré dans ce schéma et de faire une rotation suivant le torque qu'on a ou le moment de torsion qu'on a. Et votre pouce va pointer dans la direction du moment de torsion. Alors on peut remplacer les torques externes et les torques internes par ces doubles flèches. Alors, les moments de torsion internes, comment on détermine ça? On fait une coupe et on examine le DCL de la portion de droite ou gauche. Alors, si on a un arbre, on va couper et on va examiner le DCL de la portion de droite ou gauche. On indique le torque interne suivant la convention positive, c'est-à-dire on va toujours mettre la double flèche pour débuter qui sort de la section. On note que la flèche pointe dans la direction du pouce si on utilise la main droite. On utilise soit la somme des moments de torsion avec cette direction positive ou cette somme des moments avec l'autre direction positive, c'est un choix arbitraire, égal à 0. Si on trouve que le T est positif, ça veut dire que le torque interne est positif sur le diagramme T. Si on trouve que le T est négatif, ça veut dire que le torque interne est négatif sur le diagramme T. Et encore une fois, voici la convention de signe de torque interne positif. Pour l'angle de rotation, la convention positive est montrée sur cette figure. Encore une fois, ça suit la règle de la main droite. Si on trouve un phi positif, ça veut dire la rotation suit la convention. Si on trouve un phi, un angle de rotation négatif, la rotation est inverse à la convention. Et voici la convention de signe pour l'angle de rotation. Pour un exemple animé sur la torsion, vous pouvez consulter le site web MechMovies qui est associé au livre de cours Philpott. Et ça, c'est la fin de la leçon 6.1.